Le Soleil n'est pas techniquement le centre de notre système solaire. Il se trouve dans un espace appelé le barycentre. Cela dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Le barycentre est généralement plus proche de l'objet ayant la plus grande masse. Donc, puisque nous sommes sur Terre, le vrai centre du système solaire est le Soleil. Mais pas le centre de celui-ci. En ce qui concerne Jupiter, le barycentre est en fait à l'extérieur de la surface du Soleil. Jupiter est 318 fois plus grande que la Terre. L'équilibre est donc différent. Les planètes ne tournent pas vraiment autour du Soleil, mais autour de leur centre de masse commun. Imagine que tu tiens un crayon en équilibre sur le bout de ton doigt. Tu dois le placer en plein centre pour qu'il ne bascule pas de chaque côté. Comme la masse du crayon est répartie de manière égale, il est facile de supposer que tout s'équilibre de cette manière. Surtout dans l'espace. Mais essaye de faire tenir un marteau en équilibre sur le bout de ton pied. Il y a de fortes chances que tu repartes avec un orteil cassé. Son vrai barycentre est plus proche de la tête du marteau plutôt que du centre réel où tu le tiens. Le barycentre de la Terre et du Soleil est comme ce marteau. Le centre de masse est plus ou moins au centre de l'objet. En réalité, si le Soleil devait tourner autour de la Terre, notre petite planète bleue devrait être aussi grosse que le Soleil, voire plus. Nous ne pouvons pas ignorer les autres planètes de notre système solaire, ce qui signifie qu'elles doivent toutes tourner autour de nous également. Mais dans les temps anciens, les esprits brillants ont toujours pensé que tout tournait autour de la Terre. Ils appelaient cela le système géocentrique. Et cela avait du sens pour eux, car ils avaient l'impression que tout ce qui était au-dessus d'eux tournait autour d'eux. Le Soleil et la Lune ont joué des rôles essentiels dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est que bien plus tard que nous nous sommes sentis insignifiants dans l'univers. Dans la Grèce antique et au Moyen-Âge, les grands esprits utilisaient le système géocentrique pour étudier l'espace. Ce n'est qu'au XVIe siècle que le modèle a changé. À cette époque, on ne pouvait même pas imaginer que tout tournait autour du Soleil. Et ils n'avaient évidemment pas les connaissances scientifiques pour confirmer tout cela. Mais la Terre ne peut pas être le centre du système solaire car elle n'est pas assez grande pour ce rôle. Pour que les conditions conviennent à cette énorme taille, la vie aurait dû évoluer différemment. Nous serions probablement moins dépendants de l'oxygène. Certains animaux, comme les baleines et les dauphins, peuvent rester des heures sans prendre une seule respiration. Ils peuvent même dormir sous l'eau. Ainsi, les humains de la Terre de la taille du Soleil auraient eu des poumons adaptés et n'auraient pas eu besoin de prendre de l'air en permanence. Cela signifie que la vie végétale serait limitée, avec seulement quelques arbustes ici et là. Il y a des trillions d'arbres dans le monde, mais les principaux responsables de la production d'oxygène sont les algues des océans. Avec l'immensité des océans et des mers, les algues qui se trouvent au sommet pompent l'air que nous respirons. L'oxygène ne serait pas aussi abondant sur cette planète, mais nos mécanismes de respiration pourraient s'appuyer sur le dioxyde de carbone, un autre gaz communément trouvé sur d'autres planètes. Si la planète est très chaude, l'eau est rare. Nous n'en trouverions que sur certaines parties de la planète, comme les sommets des montagnes. Le sol serait trop brûlé pour que quoi que ce soit puisse y survivre correctement. Nous pourrions aussi oublier les saisons. Le Soleil est actuellement juste assez puissant pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais comme la Terre serait si grande et que le Soleil serait un autre corps céleste émettant de la chaleur, nous aurions toujours l'impression d'être dans un micro-ondes. Les jours et les nuits seraient différents, et il n'y aurait pas autant de pluie. Avec autant de chaleur produite dans le noyau, il est probable que des tremblements de terre se produiraient constamment, et que les volcans seraient en éruption tout le temps. La surface serait pratiquement une plaine brûlante de magma rouge qui flotterait partout. Ce serait la vraie planète rouge. Mais si nous avions le même paysage que sur Terre, vivre quelque part près des montagnes pourrait être la solution. Les montagnes seraient toujours incrustées dans le noyau, mais ce serait mieux que de rester sur le sol. Certains sommets pourraient même être 100 fois plus hauts que le mont Everest. Les canyons pourraient être si profonds que la fosse des Mariannes ressemblerait à une petite brèche. Les animaux auraient également un comportement et une apparence différents. Les animaux à sang froid devraient absorber le moins de soleil possible pour ne pas brûler. Les animaux devraient compter sur la migration pour trouver de l'eau dans des terres lointaines. Les oiseaux devraient voler sur des centaines de kilomètres pendant la saison de migration, et nous verrions probablement certains d'entre eux filer à toute vitesse dans les airs. Mais comme la gravité serait très forte sur cette terre de taille colossale, les animaux volants auraient besoin d'os plus fins et d'un noyau plus mince pour pouvoir voler. Les véritables survivants seraient les micro-organismes. Ils peuvent vivre dans des températures et des pressions extrêmes et peuvent résister sans oxygène pendant un bon moment. Les nuits seraient sombres car il n'y aurait pas de lune pour refléter la lumière du soleil.
La Lune se trouverait très probablement du côté opposé à celui où brille le Soleil. Elle serait donc pour toujours une boule qui flotte dans le ciel. La vitesse de rotation de la Terre est la plus rapide à l'équateur. Donc, si toutes les planètes et le Soleil tournaient autour de nous, notre rotation ne serait pas si importante. Logiquement, les nouveaux cycles météorologiques ne seraient pas bons pour les cultures. Les humains auraient évolué différemment de ce qu'ils sont maintenant. Nous serions probablement plus petits et plus trapus, car la gravité serait très forte. Et à cause de la hausse des températures, nous vivrions probablement dans des grottes partout dans le monde. Les plus forts auraient migré vers les montagnes. Nous aurions probablement suivi la même évolution que maintenant. Mais d'autres caractéristiques physiques pourraient être différentes. Notre pigmentation serait probablement différente pour combattre la chaleur. Le renard du désert a de grandes oreilles pour entendre les prédateurs et pour se rafraîchir dans la chaleur torride du désert. Il est possible que nous aurions aussi de plus grandes oreilles que celles que nous avons actuellement, pour cette même raison. Nous serions beaucoup plus forts que nous ne le sommes actuellement, et nos os seraient épais et difficiles à briser. La gravité est l'un des éléments clés du développement de notre densité osseuse et de notre masse musculaire. Cela signifie que nous n'aurions probablement pas besoin d'outils pour chasser. Cela aurait retardé l'âge du bronze et la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Avec peu de végétation, se tenir debout ne serait pas si nécessaire pour trouver les prédateurs autour de nous. Nous ne serions pas non plus les coureurs les plus rapides, mais nous serions assez forts pour combattre une meute de loups à l'allure patibulaire. Et si la Terre était gigantesque, il est possible que de multiples espèces d'humains erreraient sur la Terre, dans des zones isolées. Certaines espèces humaines grandiraient et évolueraient pour devenir les penseurs intelligents d'aujourd'hui, mais d'autres resteraient les mêmes. Et certaines créatures du passé seraient toujours là, inchangées. Les requins existeraient depuis l'époque des dinosaures. Ils n'auraient pas eu à changer de forme ou à s'adapter parce qu'ils seraient largement dominants. D'autres animaux seraient restés les mêmes en raison de leur isolement. L'île des Galapagos abrite des animaux uniques, parce qu'ils sont seuls depuis très longtemps. Sans prédateurs propres qui les entourent constamment, ils ne craignent pas les humains. La nouvelle Terre géante comporterait des régions aussi grandes que l'Asie, remplies d'animaux isolés, qui seraient restés exactement les mêmes que lors de leur apparition. L'espèce humaine de ces régions resterait également la même, puisqu'elle n'aurait pas bougé, ni expérimenté quoi que ce soit de nouveau. Leur régime alimentaire serait aussi le même, et ils se seraient habitués au climat dans lequel ils se trouvent. La technologie se serait également développée différemment dans les différentes parties de la planète. Certaines régions étant totalement isolées, ils n'auraient pas eu accès aux nouveaux appareils et inventions. C'est comme si l'on vivait sur une planète dont les époques étaient différentes selon les lieux. D'autres zones, à l'inverse, seraient si avancées qu'elles pourraient même envoyer des navettes dans l'espace, à la recherche de la vérité et de réponses. Notre gravité est suffisante pour que nous puissions vivre correctement et développer la vie. Mais si nous augmentions notre taille pour atteindre celle de Jupiter, la gravité nous écraserait. Et étant de la taille du Soleil, la Terre ne serait même pas une planète en tant que telle, mais une naine brune qui brûlerait constamment, jusqu'à devenir un nouveau Soleil. Pour l'instant, la Terre est si petite dans notre univers que nous sommes pratiquement comme un grain de sable dans le désert. Au niveau cosmique, nous sommes une contribution insignifiante à cet univers. Dans notre système solaire, la plupart des planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart, mais pas Vénus. Cette planète rebelle a décidé d'aller dans le sens classique, et les scientifiques tentent encore de comprendre pourquoi. D'ailleurs, pourquoi les planètes tournent-elles? Qu'est-ce qui définit leur vitesse de rotation? Et le Soleil, tourne-t-il lui aussi? Attache ta ceinture et essayons de répondre à ces questions. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et la plus chaude de notre système solaire. Savais-tu que Vénus est parfois appelée la jumelle de la Terre? En effet, sa taille et sa composition sont similaires à celles de notre planète. Mais les ressemblances s'arrêtent là, car Vénus est un endroit assez déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, prenons le climat. Sur Vénus, il fait toujours chaud et il y a des nuages. Et quand je dis chaud, je n'exagère pas. Il y fait plus de 436 degrés. Et ces nuages? Ils ne sont pas faits d'eau comme sur Terre. Ils sont faits d'acide sulfurique. Alors effectivement, sur Vénus, mieux vaut ne pas sortir sans une excellente crème solaire. Si on regarde les photos prises depuis sa surface, on peut observer des nuages, d'un jaune toxique et des paysages craquelés et désolés. Il est à noter que le vaisseau spatial qui a pris ces photos s'est éteint presque immédiatement après les avoir envoyées. Pauvre petit. Mais la surface de Vénus n'est pas qu'une terre solide, sombre et plate. En fait, Vénus possède des montagnes plus hautes que le mont Everest. Mais elles ne sont pas faites de roches comme celles de la Terre.
Elles sont constituées d'un matériau volcanique plus dense que la roche. Vénus est un endroit assez effrayant qui recèle de nombreux mystères. L'un d'entre eux intrigue les scientifiques depuis des années. Il s'agit donc de la rotation de la planète. La plupart des planètes de notre système solaire tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais Vénus n'est pas comme les autres. Elle tourne dans le bon sens. Et ce n'est pas tout. Elle tourne également autour du Soleil plus vite que sur elle-même. En d'autres termes, sur cette planète, une année passe plus vite qu'un jour. C'est un peu comme si Vénus avait choisi l'excentricité comme mission de vie. Mais pourquoi ? Les scientifiques ont quelques théories. Selon l'idée la plus répandue, avant, Vénus tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme les autres, mais quelque chose s'est produit qui l'a fait changer d'avis. Et de quoi s'agit-il, me diras-tu ? D'un objet de la taille d'une planète. Les astronomes pensent que quelque chose d'énorme est entré en collision avec Vénus, l'envoyant tournoyer dans le sens inverse. On peut imaginer cela comme un coup de billard cosmique. L'énorme objet mystérieux étant la boule de billard et Vénus la boule cible. Mais on ne peut pas dire que Vénus va dans le mauvais sens. Il n'existe pas de mauvais sens de rotation dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la rotation rétrograde. C'est le cas lorsqu'une planète tourne dans le sens inverse de son orbite autour du Soleil. Vénus, par exemple, a une rotation rétrograde, ce qui signifie que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est sur cette planète. Désormais, lorsque ton horoscope te dira « Mercure rétrograde », tu sauras de quoi il s'agit. Mais Vénus n'est pas la seule planète bizarre de notre système solaire. Il existe des rotations de planètes tout à fait farfelues. Par exemple, la plupart des planètes de notre système solaire tournent autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Cet axe est généralement rectiligne par rapport à l'orbite de la planète autour du Soleil. Cependant, certaines planètes comme Uranus ont un axe incliné, ce qui signifie qu'il est presque sur le côté par rapport à son orbite. Cette inclinaison fait que les pôles de la planète sont quasiment sur le même plan que leur orbite. Résultat, à mesure que la planète tourne autour du Soleil, différentes parties reçoivent différentes quantités de lumière solaire, ce qui entraîne des variations saisonnières extrêmes. Par exemple, un pôle peut être exposé en permanence à la lumière du Soleil, tandis que l'autre sera plongé dans l'obscurité totale pendant une longue période. Uranus est la seule planète de notre système solaire à tourner sur elle-même. Les scientifiques pensent qu'elle aurait pu reproduire l'histoire de Vénus. Il fut un temps où un impact important a fait basculer Uranus hors de son axe de rotation d'origine, lui faisant prendre un angle de 98 degrés. Nous devrions être reconnaissants à Jupiter. Sa folle gravité attire tous les astéroïdes et nous protège de telles collisions. Tout ceci est quelque peu similaire à ce que l'on nomme les planètes en rotation synchronisée par effet de marée. Oui, c'est un peu long. Imaginons que tu aies un rendez-vous avec une planète, mais qu'au lieu d'être charmante et mystérieuse comme tu l'espérais, elle se contente de te fixer avec le même visage toute la nuit. C'est en gros ce qui se passe avec ces planètes-là. Elles tournent autour de leur axe à la même vitesse qu'elles tournent autour de leur étoile. Cela signifie que le même côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre côté est en permanence dans l'obscurité. Ce phénomène peut avoir des effets étranges sur le climat et les conditions météorologiques de la planète. Le côté qui fait face à l'étoile peut devenir extrêmement chaud, tandis que l'autre peut être incroyablement froid. L'atmosphère de la planète peut également devenir très instable, avec des vents violents soufflant du côté chaud vers le côté froid. Et il n'y a pas que les planètes qui sont concernées. Notre Lune fonctionne aussi de cette manière. Savais-tu que nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune ? C'est parce qu'elle est verrouillée par la Terre. Nous pouvons également prendre l'exemple de la planète naine Pluton. Elle a une étrange trajectoire de rotation avec sa plus grande lune, Charon. Elles sont verrouillées elles aussi, ce qui signifie qu'elles se font toujours face du même côté. Par conséquent, Pluton et Charon semblent valser autour d'un centre de gravité commun, créant ainsi une danse unique dans l'espace. Mais les bizarreries de notre système solaire ne s'arrêtent pas là. Il existe aussi des planètes dont la rotation est ultra rapide. Alors que la plupart des planètes tournent à un rythme plutôt tranquille, certaines d'entre elles sont d'une rapidité digne de Sonic. Jupiter, par exemple, tourne une fois toutes les 9h56, ce qui signifie que sa journée dure moins de 10 heures.
C'est assez rapide pour que la planète soit bombée au niveau de son équateur. De plus, cette rotation rapide crée de fortes rafales de vent qui peuvent atteindre une vitesse de 643 km/h. Et si tout cela reste encore logique, que dire alors des rotations chaotiques? Et oui, certaines planètes ont une rotation tellement irrégulière et imprévisible qu'on parle de rotation chaotique. Ce phénomène est souvent dû à l'influence gravitationnelle de lunes ou d'autres planètes proches. C'est surtout le cas des lunes et des petits objets de ce type. Dans notre système solaire, certaines lunes de Pluton, Saturne et Neptune présentent cette caractéristique. Au fait, le Soleil est en rotation lui aussi, tout comme les planètes. Cependant, son mouvement n'est pas homogène. L'équateur tourne plus vite que les pôles. C'est un peu bizarre, non? Ce phénomène crée un champ magnétique qui est à l'origine de phénomènes tels que les taches et les éruptions solaires. Mais tout cela soulève un point intéressant. En fait, pourquoi les planètes tournent-elles? Cette question peut sembler idiote. Mais est-ce que tu peux y répondre? La solution est sans doute un peu plus compliquée que tu ne l'imagines. Tout a commencé il y a environ 4,5 milliards d'années avec la formation de notre système solaire. À l'origine, il s'agissait d'un vaste nuage de gaz et de poussière. Lorsque le nuage a commencé à se contracter sous l'effet de sa propre gravité, il s'est mis à tourner de plus en plus vite, comme une toupie. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement du nuage qui a pris la forme d'un disque. Au fur et à mesure que le nuage se contractait, le centre devenait plus dense et plus chaud, ce qui a fini par former le Soleil. Pendant ce temps, la matière contenue dans le disque a commencé à s'agglutiner et à former des planètes. Mais comme le disque tournait déjà, les planètes ont hérité de ce mouvement de rotation au fur et à mesure de leur formation. En d'autres termes, les planètes tournent par inertie. Elles ont hérité du mouvement de rotation du nuage de gaz et de poussière à partir duquel elles se sont formées. C'est ce que l'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est le même principe qui fait que les patineurs sur glace tournent plus vite lorsqu'ils rentrent les bras. Voilà qui conclut en beauté la présentation de l'univers loufoque de la rotation des planètes. De la rotation fulgurante de Jupiter à l'étrange rotation à l'envers de Vénus, il est clair que notre système solaire est rempli de surprises. Mais grâce aux lois de la physique et à l'attraction gravitationnelle du Soleil, ces planètes continuent de tourner suivant le rythme régulier du cosmos. On y reviendra. Allez, faisons un petit sondage. Qui croit encore que le Soleil tourne autour de la Terre? Personne. Et non, mais c'est pourtant ce que tout le monde croyait autrefois, car on dirait bien que c'est le cas. Le Soleil se lève à l'Est, le Soleil se couche à l'Ouest. Le Soleil se lève à nouveau à l'Est, donc le Soleil tourne autour de la Terre. Intuitivement, cela semble irréfutable. Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Tout le monde sait cela, mais seulement aujourd'hui. Alors pourquoi les gens croient-ils encore que la Lune tourne autour de la Terre? Ce n'est pas vrai non plus. Il faut remonter plus de 500 ans en arrière pour commencer à se faire une idée de la difficulté que rencontre la science pour changer des faits universellement acceptés. Nicolas Copernic, vers 1510, a été le premier à proposer un système solaire héliocentrique, avec le Soleil au centre. Mais il ne l'a pas fait publiquement. Copernic envoyait des lettres privées à d'autres astronomes pour expliquer pourquoi le fait accepté d'un système solaire avec la Terre au centre devait être abandonné, au profit d'un système solaire avec le Soleil au centre, plus simple et plus correct d'un point de vue astronomique. La difficulté rencontrée par Copernic dans sa défense de ce modèle du système solaire était liée à une autre découverte conceptuelle audacieuse, le fait que la Terre tournait sur elle-même. Le concept de Copernic d'une Terre en rotation allait directement à l'encontre de 5 interprétations littérales de la Bible, selon lesquelles l'assise de la Terre était fixe et son fondement inamovible. Et l'Église catholique n'était pas prête à laisser cette vision du monde être remise en question ou modifiée. Copernic avait trop à perdre pour rendre publique sa théorie héliocentrique révolutionnaire, en tant qu'homme d'église lui-même. Mais 100 ans plus tard, Galilée n'était pas aussi réticent. Il avait des preuves basées sur l'observation, car il avait un télescope. Début 1610, Galilée observa pour la première fois les lunes de Jupiter, et il suivit leurs orbites. Oui, les lunes de Jupiter orbitent autour de leur planète. Elles tournent autour d'elle selon de véritables orbites, contrairement, comme nous le verrons bientôt, à notre Lune, qui voyage autour du Soleil avec la Terre.
Galilée est devenu célèbre ou tristement célèbre selon le point de vue parce qu'il a découvert des mouvements orbitaux qui n'étaient pas tels qu'on les attendait. Ils ne correspondaient pas à la vision du monde acceptée et cela a ébranlé la cosmologie de notre civilisation qui prenait la Terre pour centre. Galilée était vraiment un révolutionnaire. Plus tard, en 1610, Galilée observa avec son télescope, qui n'avait qu'une ouverture de 38 mm, la planète Vénus passant par des phases, tout comme nous observons communément la Lune passer par des phases. Galilée écrivit alors « Vénus imite la Lune » en latin dans son carnet. Il ne pouvait y avoir aucune autre explication à ces observations. Vénus était en orbite autour du Soleil. Les gens eurent peur de regarder dans le télescope de Galilée lorsqu'il l'installa sur la grande place de Pise. Ils avaient trop peur de voir leur vision du monde révolutionnée. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous vivons actuellement quelque chose de similaire concernant la Lune, qui est en orbite autour du Soleil et constitue avec la Terre quelque chose de comparable à un système planétaire double. Les gens, y compris les scientifiques, s'obstinent à l'appeler la Lune, suivant ainsi la dénomination de l'Union astronomique internationale. C'est une lune de la Terre, en orbite autour de celle-ci, qui montre ses différentes phases tout au long du mois lunaire ou lunaison, laquelle correspond à l'intervalle entre deux nouvelles lunes consécutives. Le jour de la semaine préféré des amoureux de la Lune est bien sûr le lundi, ou jour de la Lune. Il vient juste après le jour du Soleil, alias Sunday en anglais. Mais revenons à la science. C'est ainsi que nos manuels scolaires décrivent les phases de la Lune, et c'est ce que les gens croient aujourd'hui. Tu remarqueras que la Terre constitue le centre de gravité de la Lune, et que celle-ci tourne autour de la Terre en suivant une trajectoire circulaire. C'est la vision géocentrique de la Lune. C'est ce que nous voyons depuis la Terre. La Lune se lève, la Lune se couche, la Lune se lève à nouveau, la Lune tourne autour de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'échelle de l'espace. Il est grand temps de coperniciser la Lune. Nous devons commencer à voir la Lune d'un point de vue héliocentrique, comme nous le faisons pour tout le reste du système solaire. Tout d'abord, la vision géocentrique des phases de la Lune nous montre une Terre immobile, placée au centre de la trajectoire de la Lune pendant tout un mois lunaire. Mais la Terre n'est pas du tout immobile. Nous tournons autour du Soleil à une vitesse très élevée, entre 106 000 et 109 000 km/h. Par conséquent, toute image de la Lune tournant autour d'une Terre immobile est trompeuse, et même carrément fausse. La vue héliocentrique de la Terre et de la Lune se déplaçant ensemble dans l'espace devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Tu remarques maintenant que la Lune ne tourne pas autour de la Terre. Elle se déplace en même temps qu'elle, autour du Soleil. La trajectoire de la Lune autour du Soleil est une trajectoire sinusoïdale d'avant en arrière. D'avant en arrière sur la trajectoire de la Terre qui avance toujours. Tu remarques aussi que la Lune va toujours elle aussi en avant. Elle ne retourne jamais en arrière, ni vers le Soleil, ni vers la Terre. En se déplaçant toujours vers l'avant et en étant sinusoïdale, la trajectoire de la Lune ne peut pas être qualifiée d'orbite, dans le même sens que les autres lunes du système solaire, qui orbitent autour de leur planète selon des trajectoires elliptiques. Il est donc faux de dire la Lune est en orbite autour de la Terre. La Lune orbite autour du Soleil en même temps que la Terre, ou la Lune et la Terre orbitent toutes deux autour du Soleil, sont des déclarations que Copernic et Galilée auraient approuvées. Mais la science d'aujourd'hui a du mal à accepter une vision héliocentrique de la Lune. Peut-être y aurait-il trop de livres à réimprimer. Peut-être que trop de professeurs d'astronomie devraient admettre qu'ils se sont trompés pendant toute leur carrière. Par conséquent, des objections sont avancées pour empêcher que la vision héliocentrique révolutionnaire de la Lune soit universellement acceptée. L'une de ces objections est que la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre, et qu'elle devrait donc être considérée à juste titre comme une lune de la Terre, un satellite orbital pour utiliser le terme astronomique. Indubitablement, la Lune ne quitte jamais le puits gravitationnel de la Terre. Sinon, nous la perdrions pour toujours. Cependant, les représentations de ce fait bien connu et certain montrent toujours la Lune se déplaçant autour de la Terre, à l'intérieur de notre puits de gravité. Et ce n'est pas vrai. La Lune ne revient jamais vers la Terre comme elle devrait le faire si elle se trouvait sur une orbite elliptique. Ainsi, l'objection du puits gravitationnel peut être rejetée, parce que les astronomes qui proposent comme preuve orbitale que la Lune reste toujours en son sein omettent d'inclure le fait du mouvement sinusoïdal continu de la Lune, vers l'avant. La vitesse d'échappement de la Lune pour quitter le puits gravitationnel de la Terre serait d'environ 4320 km/h. Par rapport à la Terre, la Lune se déplace actuellement à environ 3600 km/h.
Quel type d'impact faudrait-il pour que la Lune atteigne les 720 km/h supplémentaires nécessaires à sa sortie du puits gravitationnel de la Terre? Si tu veux faire le calcul, tu peux mettre ton résultat dans les commentaires au-dessous de cette vidéo. Cela pourrait peut-être arriver, mais ça ne serait pas une bonne chose. Il existe une autre objection à considérer la Lune d'un point de vue héliocentrique. Et cela concerne le barycentre du système Terre-Lune. Le barycentre est le centre de gravité commun de la Terre et de la Lune. Imagine-toi assis sur une balançoire à bascule dans un parc. À l'autre extrémité de la balançoire, il y a un gros joueur de football américain professionnel. À quelle distance par rapport à toi le sportif devrait-il se trouver pour que vous soyez tous les deux en équilibre? Il devrait s'avancer presque jusqu'au centre de la balançoire. Tu es la Lune et le footballeur est la Terre, même si Terre est un nom féminin. Le point d'équilibre du système Terre-Lune, le barycentre, se trouve à plus de 1605 km dans les profondeurs de notre planète. C'est ce point d'équilibre, comme le soulignent consciencieusement les astronomes, qui est en orbite autour du Soleil. C'est le point de vue héliocentrique. Copernic et Galilée approuveraient également. Cependant, ces astronomes ajoutent toujours à cela l'animation géocentrique de la Lune en orbite autour de la Terre, avec le barycentre à l'intérieur. De cette façon, ils peuvent continuer à dire que la Lune est en orbite autour de la Terre. Mais il est quelque peu malhonnête de combiner deux perspectives différentes dans une seule animation. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela nous mène directement au véritable point de discorde qui nous empêche d'accepter que la Lune est en orbite autour du Soleil, le problème de la double planète. L'Union astronomique internationale refuse de considérer la Lune et la Terre comme une double planète. S'ils refusent de le faire, c'est presque uniquement parce que le barycentre du système Terre-Lune se trouve à l'intérieur de la Terre. Comme on le sait bien, on ne change pas facilement l'opinion des maîtres. Tu te souviendras que l'UAI a rétrogradé Pluton au statut de planète naine. Et ils ne sont toujours pas revenus sur cette décision malgré les preuves apparemment nombreuses que Pluton serait bien la 9e planète. Nous devrions peut-être réfléchir à ce que signifie être un terrien. Être un terrien, cela implique de reconnaître que nous sommes des personnes nées dans l'espace, en orbite autour d'une étoile jaune, près de la périphérie d'une galaxie spirale. Nous, c'est-à-dire tous les peuples de la Terre, vivons dans l'espace et nous sommes absolument des créatures de l'espace. Au-dessus de nous se trouve la Lune, la compagne de la Terre. Nous faisons une grosse erreur en nous référant à la Lune selon des paramètres géocentriques. Notre connaissance conceptuelle de l'espace est entravée par cette représentation incorrecte, dépassée et trop terrestre de la Lune. L'univers ne tourne pas autour de nous, et la Lune non plus.